Les Libanais ont une peur absolue d'un retour de la guerre civile, mais en même temps, ils ont peur d'y être entraînés. Oui. Mais ce qui est clair, c'est que le souvenir de la guerre est absolument présent dans les esprits et la peur du retour de... Et beaucoup de Libanais, en fait, se demandent si la guerre revenait, s'ils resteraient dans le pays, ou il y a vraiment une grande crainte. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour que l'équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition du Grand Entretien. Grand Entretien auquel vous êtes chaque semaine, je le répète, mais c'est une réalité, toujours plus nombreux à venir nous rejoindre sur notre chaîne, sur la chaîne YouTube d'Omerta. On vous en remercie. Je rappelle à chaque fois, et je vais le refaire une nouvelle fois, ne pas oublier l'application Omerta sur laquelle se trouvent nos documentaires que vous pouvez télécharger. On a fait à peu près 50 documentaires en 2 ans d'existence d'Omerta, donc ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour. Et puis surtout, là, je le signale puisqu'il est arrivé, il est en kiosque, le nouveau numéro d'Omerta, Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe, avec quelques petites surprises que je vous détaillerai, que je vous ai déjà détaillé dans certaines vidéos. Là, je l'annonce, dans 5000 points de vente en France, vous pouvez trouver donc notre magazine tout à fait d'actualité avec ce qui se passe en Ukraine, toutes les négociations ou pas, cessez-le-feu ou pas, tout ça, on revient là-dessus dans ce magazine. Donc, nouvelle édition du Grand Entretien. Et aujourd'hui, je reçois Fouad Khoury Elou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je suis ravi de vous avoir parmi nous parce que ça fait longtemps que je voulais faire une émission sur le Liban. On en a beaucoup parlé du Liban. Moi, c'est un pays que je connais un petit peu, notamment à travers mes voyages et le fait que j'y allais assez souvent quand j'allais en Syrie pendant l'époque de la guerre. Vous êtes donc directeur du quotidien libanais francophone L'Orient le Jour, que je recommande aussi. C'est toujours un phare dans la tempête quand il s'agit de regarder, parce que c'est souvent évidemment l'Orient compliqué, et vous le décryptez merveilleusement. Je cite vos livres également. Vous avez écrit donc L'Amérique et le Moyen-Orient aux éditions Hermann, Mondialisation, la mort d'une utopie chez Kalman Levy, L'effondrement du monde arabo-islamique, toujours aux éditions Hermann, et aujourd'hui Liban, état de survie aux éditions Max Milo, que je monte et que je vous recommande. Alors, première question, vous définissez au tout début de ce livre le Liban comme l'État failli le plus réussi du XXIe siècle. Comment vous en êtes arrivé à ce constat et cette formule assez étonnante ? Alors, c'est une citation en fait, que j'ai reprise. Oui, l'État failli le plus réussi du XXIe siècle, c'est très ironique en fait. On connaît tous un peu le cliché sur les Libanais, mais qui est une réalité en fait, que les Libanais, là où on les retrouve debout sur leurs pieds. Ils arrivent toujours à se débrouiller. Donc en fait, le peuple libanais est un peuple très, très actif, très dynamique. Que ce soit au Liban ou partout ailleurs, il y a une société civile au Liban qui est très riche, qui est économiquement, socialement, culturellement, qui est tout le temps en activité. Et même lorsque les Libanais doivent quitter leur pays pour aller, à cause des événements ou autres, ils se débrouillent pas mal. Mais en même temps, donc au plan individuel, les Libanais ne sont pas mauvais. Au plan collectif, c'est un peu catastrophique, vu ce qu'on constate. Et là, évidemment, la question, c'est pourquoi ? Au plan collectif, nous avons un État qui a eu, jusqu'à récemment, on va dire, pour se donner les chances, jusqu'à récemment, tous les symptômes d'un État failli. Et encore plus depuis 2019, nous avons eu un effondrement économique, comme peu de pays en ont connu. Les épargnes des Libanais ont été complètement effacées. Les banques étaient et sont toujours en situation de faillite, quasi faillite.
Donc tout le pays a fait comme un reset, comme on dit en anglais, une remise à zéro. Et donc l'État était à l'arrêt. On ne pouvait même pas faire je dirais une formalité administrative. Et ça fait des dizaines d'années que le Liban est un peu dans cet état je dirais, le Liban public, le Liban au niveau des institutions a été dans un état de demi-sommeil. On pourrait en parler bien sûr, longtemps, mais les temps d'ailleurs pour élire un nouveau président, pour en trouver un, parfois vous êtes resté plusieurs années sans exécutif. Oui, absolument. Là, on a attendu plus de 2 ans avant d'élire un président. On avait un gouvernement qui expédiait les affaires courantes et assez mal, ou très peu. Et là, d'un coup, nous avons, depuis quelques mois, depuis janvier, nous avons un nouveau président, nous avons un nouveau gouvernement, et tout se fait en accéléré. Alors, et l'enjeu pour nous, c'est comment on va y arriver. Et ce que je dis dans le livre, c'est nous avons absolument besoin du soutien de la communauté internationale, de la France, des États-Unis. J'y crois personnellement. Voilà. Alors vous nous décrivez des Libanais dynamiques, tout en disant quand même qu'il vaut mieux se balader avec des liasses de dollars là-bas si on veut être tranquille. C'est mieux de payer en cash et en dollars. Oui. Maintenant, votre livre s'appelle « État de survie ». Donc on est toujours dans l'état de survie là. Oui, on a l'impression à un moment que le Liban s'enfonçait dans un puits. On se disait mais jusqu'où ça va aller, notamment après l'explosion du centre de Beyrouth. Absolument. En fait, ma thèse, c'est la thèse du livre, c'est que ça fait 200 ans que nous sommes dans cet état, qui est un état de survie, à savoir que tous les 25-30 ans, nous avons une crise majeure qui remet en question un peu toutes les données du pays. Et c'est un peu comme si, voilà, on casse tout et on recommence. Alors, comment ça a commencé? Très schématiquement, il y avait l'Empire ottoman, qui gouvernait tout le Proche-Orient. Et puis, au début du 19e siècle, l'Empire ottoman commence à entrer en décadence. Ça dure 100 ans, pour beaucoup de raisons. L'Empire ottoman s'effondre vraiment en 1924, officiellement, donc après la Première Guerre mondiale. Et le Liban est créé à peu près à cette époque-là par la France, donc qui prend le relais. Donc, ce qui se passe, c'est on a 200 ans depuis le début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. On a 200 ans de crise. 100 ans avant que le Liban officiel n'existe, mais avec beaucoup des crises et le même type de crise. C'est un peu ça l'idée forte que je défends. C'est que ce qu'on connaît aujourd'hui, on l'a connu dans la même structure en 1840, en 1860. On l'a connu après, tout au long du XXe siècle. On a connu la Première Guerre mondiale avec un désastre pour le Liban, une famine colossale qui a effacé une partie de la population. On a connu ensuite la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'instabilité entre-temps. On a connu, 1958, une crise. Et puis après la guerre des 6 jours, le Liban rentre dans un cycle de crise qui dure depuis un demi-siècle quasiment, où c'est sans cesse remis en question. Donc, c'est un peu la même typologie. C'est des divisions internes avec des communautés. Alors, il y a des communautés religieuses, il y a 18 communautés religieuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté religieuse, c'est une identité politique au Liban. Vous pouvez ne pas être très croyant, mais vous pouvez être chrétien ou musulman ou chiite ou sunnite. Vous pouvez ne pas être très croyant ou pas très pratiquant, mais votre identité politique, elle est très marquée par cette appartenance-là. Et c'est le cas pour la majorité de la population. Donc vous avez des divisions internes, des rivalités internes, et se superposent à ça les rivalités internationales, qui trouvent au Liban un champ d'application parfait. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate même, c'est qu'au niveau de tout le Moyen-Orient, vous le savez aussi, il y a la libanisation du tout le Moyen-Orient. C'est un terme adapté. C'est devenu un terme, voilà. La Syrie est en lambeaux, l'Irak est en lambeaux, le Yémen. Voilà, même en Europe, on a la Bosnie qui est un cas qui reproduit un peu le même schéma, avec donc des populations locales qui ont une identité très marquée, qui sont en rivalité, et puis des rivalités internationales qui se superposent. Dans le cas du Liban, on a les Turcs,
les Français, les Anglais, les Américains, les Iraniens, les Soviétiques auparavant, les Russes aujourd'hui qui essayent, les Israéliens, les Syriens, voilà. Les Turcs. Bon. Alors vous parlez justement à travers le livre, parce qu'il y a aussi la mise en perspective historique qui est quand même très... Et cet état de survie qui dure en fait, qui devient presque un état presque une identité. C'est ça. Vous retracez les évolutions marquantes, donc les invasions, occupations successives, les Ottomans, les Français, j'ai noté ces... Mais quelle invasion, selon vous, quelle présence a le plus marqué les structures du Liban contemporain et son identité actuelle? Alors, est-ce que c'est la France qui a fait le Liban? C'est la France qui a créé le Liban dans ses frontières actuelles. Okay. Sans l'intervention française, je pense que le Liban n'existerait probablement pas sous sa forme actuelle, du moins. Le Liban est une... comment dire, le marqueur Liban existe depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, les frontières du Liban aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Grand Liban, en fait, bon, qui est pas très grand en fait, qui fait 10 000 km², donc la taille d'un département français. Historiquement, il y avait ce qu'on appelait la montagne libanaise, qui était plus petite, qui faisait en gros un tiers du Liban actuel, qui était la région autour de Beyrouth, et qui était en fait la montagne druso-chrétienne. Donc, à la base, il faut reconnaître aux Druzes, qui sont une communauté hétérodoxe de l'islam et qui aujourd'hui fait beaucoup parler d'elle en Syrie, avec ce qui se passe. Donc les Druzes ont une identité marquée et ils avaient été, entre autres, à l'origine de ce particularisme libanais. Donc on appelait ça la montagne druze. Puis les chrétiens se sont beaucoup développés, entre autres à partir du XVIe siècle. Venant du nord du Liban, ils ont cru, ils ont grandi et ils sont entrés en alliance avec les Druzes pendant très longtemps. Et puis après, il y a eu un clash entre les chrétiens, les maronites. Les alliances ne durent jamais très longtemps au Liban. Malheureusement, cette alliance-là s'est effondrée et effectivement, il y a des raisons internationales à ça aussi au cours du XIXe siècle. Et puis, donc, cette montagne libanaise, donc ce particularisme libanais, est devenu le Liban grâce à l'existence du mandat français au Liban et en Syrie, lequel mandat français a créé donc, ces deux pays dans la frontière actuelle. Et je voudrais dire une chose sur ce que vous dites sur la survie, parce que c'est vraiment frappant. Le Liban est en état de survie à la fois au plan collectif et au plan individuel. Parce que les Libanais, dans leur pays, vu la faiblesse des institutions, ils sont une petite république. Chacun d'entre eux est une petite république à lui tout seul. Il se bat pour exister et pour continuer. Et l'État étant relativement faible, le Libanais essaie de faire un peu tout par lui-même. Il y a beaucoup de corruption. Donc le Libanais se démène. Et quand il sort de son pays, il a ces réflexes de survie qui font qu'il se démène à l'étranger aussi. Alors il fait avec l'existence de l'État, mais c'est un peu ce qui lui permet de continuer. C'est ce réflexe de survie qui l'emmène avec lui à l'étranger et qui fait qu'il peut éventuellement réussir au plan individuel. Mais du coup, ça fait son malheur au plan collectif parce qu'il y a des égoïsmes personnels, ce qui fait qu'au moment où il faut faire État, il faut faire nation, ça devient compliqué. Et donc, c'est la nation elle-même qui est en état de survie parce qu'elle n'arrive pas vraiment l'État. C'est très intéressant cet aspect parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a une volonté, quand on va au Liban, quand on discute notamment avec les jeunes, d'essayer de jouer un collectif au-delà des confessions. Malheureusement, la constitution libanaise fait que les confessions reviennent et le personnel politique aussi, puisque on se rend compte que ça continue aujourd'hui à refléter l'héritage de la guerre civile, Jaja, Jumblat, vous avez toujours les mêmes, un petit peu, à quelques exceptions près évidemment. On a l'impression que l'équilibre politique reste basé autour du confessionnalisme, et pourtant le pays aimerait sortir. Est-ce que c'est possible finalement, ou est-ce que finalement le Liban est-il condamné à vivre plusieurs Libans finalement? C'est une très bonne question. Sur le personnel politique, notamment, il y a eu beaucoup de questionnements à une époque. Il y a une quinzaine d'années, on se demandait, mais est-ce qu'on pourrait faire une sorte de justice transitionnelle pour le Liban, un tribunal symbolique
comme il y en a eu dans beaucoup de pays dans le monde. L'exemple le plus connu étant celui de l'Afrique du Sud, mais il y en a beaucoup d'autres. Et la réponse, c'était que ce n'était pas possible de faire ça au Liban à ce moment-là parce que les seigneurs de la guerre étaient encore au pouvoir. Ouais. Donc comment est-ce qu'ils vont se juger eux-mêmes? Et c'est un peu la problématique du Liban jusqu'à cet instant, en tout cas, c'est que dans toutes les communautés, ou dans la grande majorité des communautés, les chefs de guerre sont toujours là. Oui, c'est eux qui dirigent le pays, en fait. Et donc il y a une perpétuation de ce schéma. Et sur le plan institutionnel, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le Liban, pour sortir un peu de ce communautarisme politique. Alors, il y a deux lectures, et c'est intéressant de regarder un peu les deux. C'est que le confessionnalisme politique, ou le communautarisme politique, c'est un mal qui perpétue la division du pays. Mais c'est aussi, en fait, le Liban est le seul pays arabe, quasiment, qui n'a jamais connu la dictature. Où il n'y a jamais eu un Assad ou un Saddam. Pourquoi? Parce que les Libanais sont divisés. Et donc, ils sont tellement divisés qu'il n'y a jamais eu un qui a pu dominer les autres. Parce que cette division-là est institutionnalisée dans les mœurs politiques. À un point que... Alors que dans d'autres pays, comme la Syrie par exemple, il y a du communautarisme, mais il y a eu un dictateur. Parce que ce n'était pas la même chose qu'au Liban. Au Liban, c'est institutionnalisé. Le communautarisme en Syrie est revenu contre le dictateur, d'ailleurs. Absolument. C'est ça qui a fini par, on va dire, provoquer la chute de Bachar el-Assad. C'est on va dire, c'est ce confessionnalisme qui n'existait pas, ou enfin qui existait de façon ténue sous l'emprise du parti basse, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, ce même confessionnalisme fait le malheur de la Syrie, ou en tout cas met le pays en danger, parce qu'on le voit, il y a un pouvoir central qui est relativement faible en Syrie, et qui d'ailleurs n'est pas homogène, parce que vous avez le président Ahmed El-Shara, mais la mouvance autour de lui, c'est très hétérogène. Il y a beaucoup de milices différentes, et puis il y a des gens qui sont plutôt proches des Turcs, d'autres qui sont plutôt proches d'États du Golfe, etc. Donc, et puis ce pouvoir central, eh bien, je ne dirais pas est en conflit, mais se démène avec la question des minorités syriennes, les Druzes, les Alaouites, les Kurdes, et puis même vous savez, les sunnites en Syrie eux-mêmes ne sont pas une communauté homogène. Il y a Damas, et puis il y a Homs, Hama, Alep, où les frères musulmans historiquement sont beaucoup plus présents dans le nord de la Syrie, Homs, Hama et Alep, qu'à Damas, où il y a c'est une autre manière de penser, c'est une autre tradition politique et religieuse, même, je dirais. On va revenir sur la Syrie. Je voulais juste... est-ce que finalement, pour terminer sur ce chapitre sur le confessionnalisme, est-ce que finalement, quelque part aussi, le Liban n'a pas connu de dictature, vous avez dit, mais a connu une guerre civile atroce dans les années 80, mais que le souvenir de cette guerre civile atroce a quelque part immunisé le Liban et lui a permis de ne pas prendre le même chemin que la Syrie pendant les 10 dernières années, on va dire. Même s'il y a eu des affrontements communautaires, vous avez des batailles terribles dans le Kalamoun et à Ersal, etc. Mais il n'y a pas eu d'affrontement communautaire, même s'il y a le Hezbollah, on va y venir aussi, qui a servi la Syrie, mais le Liban n'est pas parti en éclats, pas volé en éclats. C'est le souvenir de cette guerre qui l'a maintenu uni, quelque part. Je ne dirais pas qu'il a maintenu uni, mais c'est une très bonne question. En fait, les Libanais ont une peur absolue d'un retour de la guerre civile, mais en même temps, ils ont peur d'y être entraînés. Oui. Mais ce qui est clair, c'est que le souvenir de la guerre est absolument présent dans les esprits, et la peur du retour et beaucoup de Libanais, en fait, se demandent si la guerre revenait, s'ils resteraient dans le pays, ou il y a vraiment une grande crainte. Et pour revenir sur une question qui est importante que vous posiez sur le côté confessionnalisme politique institutionnel, il faut faire évoluer le système aujourd'hui. Et il y a eu des conversations très sérieuses sur ça à l'époque de l'accord de Taïf, qui remontait déjà à 1989. Oui.
Et alors il y a l'accord de Taïf, pour nos auditeurs, c'est la fin de la guerre civile en fait. C'est ça. C'est le traité de paix quelque part qui impose le confessionnalisme comme dans la Constitution. C'est l'accord qui a permis la fin de la guerre civile, qui a aménagé un peu le confessionnalisme politique en rééquilibrant un peu au niveau des pouvoirs et qui a permis donc une évolution de la constitution libanaise. Mais alors, dans l'accord de Taïf et dans toutes les conversations informelles qui ont entouré cet accord, il y a le projet d'une évolution. Parce que le système aujourd'hui est imparfait, il faut le faire évoluer. Et l'idée générale, c'est de faire évoluer le pays dans deux directions parallèles. D'une part, qu'il y ait moins de confessionnalisme politique au niveau du pouvoir exécutif. Donc, cette tradition, un président chrétien, un premier ministre musulman sunnite, un président du Parlement musulman chiite. Et puis surtout, de ne pas pouvoir nommer un seul fonctionnaire dans l'administration libanaise, non seulement les ministres, mais les directeurs des ministères ou même les fonctionnaires, sans prendre en compte le calcul, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il est musulman, est-ce qu'il est sunnite, est-ce qu'il est chiite, etc. Ce qui ralentit tout le processus, ce qui est paralysant. Bon, l'idée serait d'essayer de réduire un peu le confessionnalisme politique dans le pouvoir exécutif, et au niveau des élections législatives aussi, essayer de tempérer ça, d'avoir une assemblée qui repose moins sur le confessionnalisme, créer peut-être un Sénat qui lui reposerait plus sur le confessionnalisme. Donc, dans un sens, pour être plus efficace, réduire un peu le confessionnalisme au niveau des pouvoirs exécutifs et d'une partie du législatif pour aller vers l'efficacité, et en même temps, le garder pour rassurer les communautés au niveau d'un Sénat et peut-être d'une décentralisation administrative poussée, où je crois que la majorité des Libanais sont d'accord sur ça, sur le fait qu'il faut une décentralisation et non pas une partition. Je crois que la partition du pays aujourd'hui, ce serait le mal absolu, à mon sens. Et on peut en parler aussi, parce que la partition du Liban, ce serait la partition de toute la région, et ça aurait sur les minorités des conséquences dramatiques. Comment est-ce qu'on peut espérer une évolution de ce type quand, au sein même du Liban, un groupe en particulier, le Hezbollah, représente, on va dire, les 27 ou 30% de la population chiite, même à des extensions au-delà, puisque le Hezbollah a séduit aussi une partie des chrétiens et même de certains sunnites, qui possèdent les armes, a, notamment à la faveur de la crise syrienne, pris une toute autre dimension en devenant un groupe, on va dire, international, avec des extensions jusqu'en... Je cite Netanyahou, mais je ne vais pas toujours citer Netanyahou, mais Netanyahou disait que Nasrallah, c'était presque Nasrallah qui donnait le là par rapport à Khamenei. C'est-à-dire que sa puissance était tellement importante. Comment est-ce qu'on arrive au Liban avec ce groupe qui aussi joue les protecteurs? Quand la guerre qui vient de se terminer avec Israël, on est à nouveau une illustration. Comment est-ce que c'est possible d'évoluer comme ça? Alors, effectivement, déjà, le Hezbollah s'est pris une énorme gifle récemment. Hein. Il a plus avec la guerre ou plus avec l'élimination de ses chefs? Les deux. Les deux. Les deux. Mais enfin, la guerre entre Israël et le Hezbollah, d'abord, a laminé le Hezbollah militairement. Alors, il n'est pas entièrement désarmé, hein, loin de là. Et sur le plan intérieur, il garde un potentiel qui est évident. Mais c'est ça ma question. Oui, alors, disons, la guerre entre Israël et le Hezbollah a laminé le Hezbollah militairement, et avec notamment l'affaire des beepers, et puis le bombardement des chefs. Et jusqu'à aujourd'hui, la mort de Nasrallah. La mort de Nasrallah, la mort de son successeur Safi ed-Din, la mort de beaucoup de chefs du Hezbollah. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël, avec ses drones, patrouille le ciel libanais. Des historiques aussi. Pardon? Fouad Choukar, des historiques aussi. Absolument, les chefs militaires, les chefs sécuritaires, toute la structure vraiment du Hezbollah, la structure de commandement qui lui donnait sa force a été éliminée par les Israéliens en grande partie. Et il y a eu un déploiement technologique impressionnant. Jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens frappent des chefs du Hezbollah partout au Liban. Ils les suivent à la trace et ils les frappent. Donc ça, c'est
Ça, c'est un fait. Je dirais que sur le Hezbollah, de façon générale, il y a deux aussi, deux regards à avoir. D'un côté, pourquoi le Hezbollah a eu cette, et a peut-être toujours chez une partie des chiites cette légitimité. C'est important d'en parler juste pour montrer les nuances. C'est qu'il y a deux choses pour les chiites. D'une part, il y a la manière dont les chiites ont revendiqué la résistance contre Israël. Alors ça vient de quoi? Ça vient du fait que, au départ, il y avait les chiites au Liban Sud, puis il y a eu le facteur palestinien qui est venu avec l'OLP de Yasser Arafat, qui s'est installé au Liban Sud et qui a commencé à bombarder Israël, et puis Israël riposte. Israël riposte au Liban Sud, sauf qu'au Liban Sud, il y a aussi les chiites libanais. Puis il y a l'invasion israélienne en 82. Il y en a déjà eu une en 78. Ouais. Et donc les chiites, au bout d'un moment, poussés par l'Iran aussi, s'arment et veulent résister contre Israël. Donc ça, c'est la première légitimité pour la communauté chiite de l'existence du Hezbollah, c'est la résistance. Beaucoup de gens ne disent pas le Hezbollah, ils disent la résistance au Liban. Sauf qu'Israël s'est retiré au bout d'un moment du Liban, en 2000. Donc il y a une deuxième raison, une deuxième légitimité au Hezbollah qu'il est important de connaître parce qu'on n'en parle pas assez, c'est que les chiites, vous parliez des Alaouites tout à l'heure en Syrie, les chiites pendant des siècles ont été opprimés par l'Empire ottoman, ou en tout cas mis de côté. L'Empire ottoman, empire sunnite, hein, il y a une rivalité historique depuis les temps du prophète Mahomet entre les sunnites et les chiites. C'est un sujet très compliqué, mais ça existe. Et ce qui fait que dans ce grand empire ottoman sunnite, les chiites étaient une minorité un peu mise de côté, et en particulier au Liban. Donc, ils n'avaient pas de droits, ou pas assez de droits, d'après eux. Et puis après, la République libanaise, dans la perception des chiites, ne leur a pas donné aussi la place qu'eux pensent mériter. Et donc, en quelque sorte, les armes du Hezbollah, c'était pour les chiites la garantie qu'ils auraient des droits dans la structure politique libanaise. Et c'est un fait. Après la guerre du Liban, après 1990, les chiites ont pris une place très importante dans l'État libanais, à tous les niveaux. Et c'était dû en partie, c'est pas seulement dû au Hezbollah, c'était dû à la présence de la Syrie, c'était dû, il y avait Nabi Berri, il y avait d'autres facteurs. Oui, bien sûr, il y a d'autres acteurs. Mais ils sont toujours là, d'ailleurs. Voilà, ils sont toujours là. Donc pour les chiites, les armes du Hezbollah, c'est un peu une garantie de leurs droits. Donc ça, c'est un aspect du problème. Il y a un autre aspect du problème, c'est que les armes du Hezbollah, c'est une grosse anomalie aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont des armes au Liban. Hein. Les armes sont répandues dans la population. Mais finalement, la présence d'une milice armée, rivale, ça l'instaure comme rival de l'État libanais. Ça doit s'arrêter, ça doit se terminer. Et je ne dirais pas seulement pour les chiites, mais pour tout le monde. Alors, il y a d'autres communautés qui ont encore des restes ou des relents de milices, si vous voulez. Mais ça, si ça se perpétue, c'est quelque part la garantie que la guerre pourrait revenir. Donc il faut arrêter avec ça. Et aujourd'hui, pour arrêter avec ça, il faut... Alors, d'un côté, il faut régler le problème libanais. Donc, on a parlé de la réforme politique nécessaire. Voilà. Mais de l'autre, il y a toute la question du conflit proche-oriental, en fait, qui ralentit le problème. Il y a le problème de la Syrie. Quand vous avez le président syrien Ahmed El-Shara qui dit il y a quelque temps, voilà, il nous faudra 3 ans pour avoir une constitution en Syrie et 4 à 5 ans pour élire un président, ça pourrait vouloir dire que les problèmes en Syrie ne vont pas s'arrêter de sitôt. Et donc, si c'est le cas, quid du Liban où il y a 2 millions de réfugiés syriens? Bien sûr, ça c'est un vrai problème. Et le Liban qui est, vous savez, de Beyrouth à Beyrouth, la distance entre Beyrouth et Damas, c'est 90 km. Donc nous sommes impactés par ce qui se passe en Syrie. Et si le problème syrien n'est pas réglé et les problèmes confessionnels syriens ne sont pas réglés, alors comment voulez-vous qu'on puisse régler nos problèmes confessionnels libanais? Enfin, je pense, moi en tout cas, je pense personnellement qu'on ne peut pas isoler le Liban de son contexte régional. On peut essayer de le protéger, on peut essayer et c'est souhaitable. Et c'est un peu le cas aujourd'hui, de protéger le Libanais un peu des conséquences de l'instabilité régionale et syrienne. Mais dans quelle mesure?
qu'est-ce que je voulais vous faire réagir justement. Jean-Noël Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères français, estimait que la visite, d'abord je voulais votre avis sur cette visite d'Ahmed Al-Shara à l'Élysée, cette réception par Emmanuel Macron. Et Jean-Noël Barrot, justement en préambule de cette visite, disait qu'il s'agit d'une démarche, il expliquait tout un tas de choses qu'on pouvait y entrer à la Syrie, mais il expliquait qu'il s'agissait d'une démarche positive pour la stabilité du Liban. Est-ce que vous pensez que, on va dire, conférer une légitimité à quelqu'un qui a quand même un passé de djihadiste, peut jouer sur la stabilité au Liban, ou au contraire, puisqu'il va attendre 5 ans avant de faire une constitution et de se munir on va dire, de légitimité, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un bon argument, ça? Alors, ça peut aider le Liban dans une certaine mesure, oui. Il y a deux contextes à cette visite de Ahmed Al-Shara chez le président Macron. Ça vous a choqué ou pas? Non, vous savez, au Liban, on a vu tellement de choses qu'on n'est plus choqué facilement par quoi que ce soit. Mais quand même, c'est quelqu'un qui a du sang sur les mains, qui a énormément enfin, même s'il a changé, évolué, on est quand même... on a été touchés, nous, par le djihadisme issu de Daesh, dont il a fait partie. Enfin, c'est quand même... Voilà. Je crois qu'Ahmed El-Shara doit absolument choisir de ne plus être un djihadiste aujourd'hui, et ça fait partie de... Et on peut arrêter d'être un djihadiste, vous pensez? Il faut souhaiter que lui essaye de réprimer les factions de sa coalition qui, elles, continuent de vouloir être djihadistes, en tout cas. Pour l'instant, il a juste enlevé sa keffiyeh et il a endossé le costume cravate. Et raccourci un peu la barbe. Oui. Alors, mais c'est une très bonne question. Il y a vraiment deux contextes à la visite de Ahmed El-Shara en France. Il y a un contexte économique dont il faut parler. C'est que quelques jours avant cette visite, il y a une très grande compagnie française qui s'appelle CMA-CGM, qui est une compagnie de transport maritime, qui a signé un accord avec le gouvernement syrien, avec l'appui du gouvernement français, pour gérer le port de Latakia. Et ça, c'est permis parce que il y a eu une suspension d'une partie des sanctions européennes il y a quelques mois, en février, notamment portant sur le transport et l'énergie. Et donc, ça, c'était quelques jours avant l'arrivée d'Ahmed El-Shara. Et là, à la fin du mois de mai, il y a un nouveau vote au Conseil de l'Europe pour suspendre ou remettre sur le tapis les sanctions européennes contre la Syrie. C'est-à-dire, il y a un vote pour décider est-ce qu'on va continuer à sanctionner la Syrie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Syrie, il y a un enjeu économique énorme. C'est que si la Syrie doit pouvoir se stabiliser de nouveau, il faut que l'économie syrienne reparte. Et donc, il faut des dizaines de milliards de dollars pour le secteur de l'électricité. On parle de centaines de milliards de dollars pour l'économie syrienne, pour la reconstruction de la Syrie. Mais en tout état de cause, il faut beaucoup d'argent. Il faut lever les sanctions, et il faut lever les sanctions américaines aussi, la loi César, entre autres. Je dirais de manière générale, si les sanctions économiques ne sont pas levées, c'est un signal que ça ne va pas très bien, qu'il y a encore des points d'interrogation sur la Syrie. Donc il y a un contexte économique. Mais les Américains sont extrêmement prudents là-dessus. Absolument. Je ne sais même pas si les 10 millions de dollars mis sur la tête d'Ahmed Al-Shara par les États-Unis ont été levés. Je n'en suis même pas sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un deuxième contexte qui est géopolitique. C'est qu'il faut absolument éviter que la Syrie ne s'effondre, que la Syrie n'implose. Parce que si elle implose en mini-État, et s'il y a une partition de la Syrie, alors là, c'est un signal très dangereux pour toute la région. J'en parlais concernant le Liban aujourd'hui. Si vous avez un État kurde et un État alaouite qui sont créés, eh bien, vous savez, en Turquie, il y a 15 millions de Kurdes et 10 millions d'Alaouites, qu'on appelle Alevis en Turquie. La partition de la Syrie, ça pourrait donner un signal sur la partition éventuelle de la Turquie. Et ça déclencherait une réaction turque immédiate, une entrée en guerre, et ce qui pourrait déclencher la réaction des Israéliens. Oui, justement. Alors, ça n'en prend pas le chemin parce qu'on vient de le voir, le PKK, qui est donc la résistance kurde, enfin la résistance de certains, que les Turcs appellent le terrorisme kurde. Donc le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé qu'il arrêtait la résistance armée, donc à l'appel de son chef Abdullah Öcalan. Donc
effectivement, ce qu'il y a, c'est que l'explosion de la Syrie pourrait signaler l'explosion du Liban, de l'Irak, voire de la Turquie ou de l'Iran, où il y a aussi beaucoup de Kurdes. Et donc, pour empêcher ça, il faut faire tenir la Syrie dans ses frontières tant bien que mal. Et si le prix à payer pour ça, c'est que quelqu'un comme Ahmed al-Shara reste pour l'instant en place, je pense que ce n'est pas cher payé vu l'enjeu, vu le contexte. Après, est-ce qu'il faut garder un djihadiste au pouvoir? Non, il faut que le djihadiste cesse de l'être. Est-ce que de manière générale, on peut cesser de l'être? C'est une bonne question, il faut la poser à Ahmed el-Shara. En fait. Il faut lui dire, est-ce que vous avez cessé d'être M. Jolani? Oui. Alors, une partie je ne sais pas si c'est une partie de la réponse, mais c'est un élément à prendre en compte, c'est que ça, le président Macron a dit en faisant sa déclaration, et il y avait Ahmed el-Shara qui était à côté de lui, il disait, M. el-Shara envisage la paix avec Israël. Ils envisagent une normalisation. Et ce n'est pas le premier à le dire. Il y a eu un membre du Congrès américain, il y a environ 2 semaines, qui s'appelle Corey Mills, et qui s'est entretenu avec le président syrien, el-Shara, et qui, après, a fait une déclaration en disant le président syrien m'a dit qu'il envisageait lui aussi la paix avec Israël, la normalisation avec Israël, sous certaines conditions. Bien sûr. Mais ce sont essentiellement, il semble-t-il, des conditions économiques. C'est ça qui est intéressant. Il y a aussi avec Israël une donne militaire, puisque Israël actuellement se sert de la Syrie pour faire une sorte de zone tampon ayant, on va dire, pris un certain nombre de territoires. Est-ce que vous pensez que Israël est prêt à miser sur Ahmed al-Shara quand on sait qu'il y a eu encore il y a 2 semaines une révolte des Druzes, sur lesquels les Israéliens évidemment ont un œil particulier. C'est un peu leur minorité, enfin la minorité qu'ils défendent. Également, il y a la question de la Turquie aussi, qui a beaucoup gagné dans l'arrivée d'Ahmed al-Shara, puisque les officiels turcs étaient là, et la Turquie envisage aussi des bases potentiellement en Syrie. Tout ça ne va pas quand même dans le sens d'une Syrie unie, et on sent bien quand même que avec les mouvements alaouites nationalistes sur la montagne alaouite sur la côte, les Kurdes et les Druzes qui réclament que Masloum Abdi prenne la place d'Al-Shara, on est quand même dans une situation extrêmement tendue. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on ne se précipite pas finalement alors en effet, c'est peut-être ça qui donnera de la légitimité et qui permettra d'établir une forme de paix, mais pour le moment, c'est pas gagné, non? Je pense qu'Israël garde pour l'instant, observe la situation et essaie de tenir en laisse, si j'ose dire, un peu. Mais Israël a bombardé le palais d'Al-Shara. Oui, absolument. Donc, c'est tout dire. Vous savez, il y a une rivalité très forte entre Israël et la Turquie. La Turquie, c'est Al-Shara est venu du nord. Et il est entré dans Damas en venant du nord, donc de la région contrôlée par la Turquie. Il y a eu également une partie des forces qui sont venues du sud, mais l'essentiel est venu du nord. Et donc, il y a beaucoup de milices dans ce conglomérat qui est autour d'Al-Shara, qui sont alliés à la Turquie. Et donc, la Turquie a essayé de s'implanter militairement en Syrie depuis 6 mois à peu près. Et un des projets, c'était de créer des bases militaires turques sur une ligne qui va de Homs à Palmyre. Juste au nord de Damas. T4. Voilà, 2 grandes bases, une à côté de Homs et une qui s'appelle T4, effectivement, qui est à côté de Palmyre. Et Israël, il y a eu des officiers turcs qui sont venus visiter toutes ces bases et ces casernes. Et le lendemain, Israël a bombardé massivement toutes ces bases-là et a complètement détruit toutes ces bases, d'abord en les détruisant physiquement et en envoyant un signal aux Turcs en disant vous ne vous implanterez pas en Syrie. Votre frontière, ce n'est pas Damas, votre frontière, c'est Alep, même au nord. Et
Et je dirais, Israël n'a pas arrêté de frapper à chaque fois qu'il y avait des combats, pas seulement dans la zone druze, également dans la zone alawite. Oui. De façon générale, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression, on a le sentiment que d'abord Israël, juste après le départ de Bachar, a bombardé toute l'infrastructure de l'armée syrienne, ouais. l'a quasiment détruite. Bien sûr. Et après, il continue, le port de l'attaquer d'ailleurs. Absolument. Ouais. Il continue de frapper jusqu'à aujourd'hui, donc on a le sentiment qu'Israël maintient l'État syrien dans une espèce d'état de faiblesse, on va dire, en attendant de voir. Je crois que le processus qui est en cours pour la Syrie, c'est un processus qui ressemble à celui de l'Irak. C'est-à-dire que la finalité n'est pas la partition de la Syrie, mais c'est un État fédéral avec des particularismes régionaux très marqués. Et ça, c'est un processus qui a besoin de temps, parce que d'abord, il faut un ajustement entre tous ces acteurs, et puis il faut faire émerger des leaderships locaux. Ça, les Alaouites, par exemple, aujourd'hui. Quel est le leadership des Alaouites? Bachar est parti, les Assad ont empêché l'émergence de tout autre leadership. Bien sûr. Et donc, il faut attendre que les Alaouites aient eux-mêmes un leadership. Il y a des restes de divisions, d'Assad, de militaires un petit peu, mais ça reste de l'ancien régime, quoi, en fait. Ça reste des structures d'ancien régime qui sont dans la clandestinité. C'est ça, du et côté ça, de c'est pas forcément acceptable non, bien sûr, ceux qui sont en face. Puis, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on est... alors justement, je voulais revenir un petit peu sur la France et sur le Liban. La France a longtemps joué un rôle de protecteur avec le Liban, également avec la Syrie. On se souvient de la façon dont Jacques Chirac avait salué l'arrivée de Bachar el-Assad au début des années 2000, avant l'assassinat de Rafik Hariri, qui avait à nouveau fait tomber interrompu les relations entre la Syrie et la France, mais que Nicolas Sarkozy avait sorti la Syrie de sa désignation d'État terroriste en faisant venir Bachar el-Assad dans le cadre d'un projet d'union de la Méditerranée. Donc il y a toujours entre la France et la Syrie l'idée d'avoir... Chirac avait misé sur Bachar tout en étant le meilleur ami de Rafik Hariri. Et donc aujourd'hui, la France, elle fait quoi? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron était l'homme de la situation pour aujourd'hui notamment, il était venu à Beyrouth après l'explosion du port, il avait promis des choses. Tout ça s'est un petit peu effacé. Là, la France a encore une carte à jouer, vous pensez? Je pense que la France a une particularité, c'est qu'elle parle à tout le monde. Elle parle à Ahmed El-Shara, à l'évidence, elle le reçoit à l'Élysée. Elle parle aux Kurdes. D'ailleurs, l'accord entre les Kurdes et le pouvoir syrien, il y a 2 mois, avait été négocié, entre autres, par la France. Elle parle aux Alaouites, depuis toujours. Elle parle évidemment aux Druzes. Elle parle au Hezbollah. Elle parle aux Iraniens. La France parle à tout le monde, aux Turcs, aux Israéliens. Donc c'est un peu la particularité de la France, c'est d'arriver à parler à tout le monde. Donc si la stratégie ou l'idée, c'est quand même de garder ce Proche-Orient, de garder les structures étatiques relativement en place, de ne pas permettre un effondrement, alors la diplomatie a un rôle à jouer et la France a un rôle à jouer. Après, le rôle de la France toute seule ne peut pas faire grand-chose sans les États-Unis. D'ailleurs, Macron l'a dit dans sa déclaration, il a dit « nous travaillons main dans la main avec les États-Unis ». Les États-Unis, c'est le gros bâton et qui peut changer, qui peut faire basculer les choses militairement, souvent en appuyant les Israéliens, mais les Américains eux-mêmes le font. Et derrière, la France, elle peut jouer le rôle diplomatique et de faire tenir les morceaux. Donc oui, et un pays comme le Liban a absolument besoin du rôle français, parce que nous sommes extrêmement fragiles, nous et les Syriens. Il suffirait de rien pour que le pays explose, honnêtement. Et c'est pourquoi, encore une fois, état de survie. Et en même temps, il est maintenu en l'état. Donc, oui, on a absolument besoin du rôle français pour ça, et j'espère que ça va continuer. Fouad Kourielou, merci beaucoup pour ces éclaircissements dans un sujet extrêmement complexe. Alors, pour en savoir plus et puis pour creuser ce sujet, eh bien, je recommande encore une fois Liban, état de survie. On a bien défini ce que c'était, ce que ça signifiait aux éditions Max Milo. Écoutez, j'espère que cet entretien vous a plu et que vous reviendrez encore plus nombreux la semaine prochaine
pour suivre ces grands entretiens sur le média, la chaîne YouTube Omerta. Merci Fouad Khoury et Lou. Merci à vous. Merci d'être venu chez Omerta et à très bientôt. Et courage à tous les Libanais, amis libanais. En France, on est très liés au Liban et donc on suit ça. Et donc on vous remercie aussi pour nous éclairer à travers ce livre que je recommande sur toute l'histoire du Liban. On est resté beaucoup sur la période actuelle, mais il y a tout ce qui s'est passé avant qui est intéressant de découvrir ou de redécouvrir. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis surtout dans quelques jours pour un nouvel entretien, grand entretien sur la chaîne Omerta. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt. Au revoir.